Il est temps, aujourd'hui, que l'on entende leurs paroles pour briser la spirale des violences parentales. Comment grandir puis se reconstruire lorsque l'on a été victime de parents destructeurs? Parce que la famille est le premier repère d'un enfant, son socle, les conséquences psychologiques et physiques sont considérables, parfois irréversibles, lorsque l'on a été le souffre-douleur de ses parents. Dès l'âge de 3 ans, je me souviens des premières claques, j'ai des bribes de flash, de mains qui se lèvent, etc. Un soir où mon père défonce ma mère, et quand la porte se ferme, on avait une porte rouge, et que le sang de ma mère se nuance avec la porte qui se ferme. Ouais. Par peur des représailles, par honte, parfois même pour protéger leur bourreau, ces enfants se terrent dans le silence sans pouvoir se confier. Je suis parti à la rencontre de ces survivants de l'enfance, ces adultes cabossés qui, dès leur plus jeune âge, se sont retrouvés victimes de ceux qui devaient normalement les protéger. Mohamed est aujourd'hui un journaliste reconnu. De ses jeunes années, il garde en lui les cicatrices des coups et de la peur imposés quotidiennement par les sévices de son père. Pour cet ancien enfant battu, le cauchemar s'est arrêté quand à 8 ans, son père est contraint de quitter le domicile conjugal. Je suis né à 8 ans parce que j'ai arrêté d'avoir cette chape de plomb en fait au-dessus de moi. Cette épée de Damoclès qui était là en train de me dire à tout moment tu peux mourir, à tout moment ta mère peut mourir. Je suis né à 8 ans parce que j'ai arrêté de me dire dès que tu vas rentrer de l'école, tu vas t'en prendre une. Mathilde a grandi dans un milieu parisien bourgeois et artistique des années 60 où seules les apparences comptaient. Pourtant, derrière le joli tableau de famille se cachait en réalité un père pédocriminel qui abusait sexuellement de ses enfants. Il nous fait descendre au sous-sol, on appelle ça la cave. Oui. Et il a échafaudé un système de trappe sur des reins. Et en fait, personne ne pouvait nous entendre. Je vois surtout l'image de mon frère qui se fait violer par mon père. Héloïse a été sous l'emprise d'une mère méprisante et dénigrante qui a rendu impossible toute estime de soi et a déformé la vision qu'elle a d'elle-même. Pendant des années, elle a subi humiliation et critiques jusqu'à ne plus pouvoir le supporter. J'ai le sentiment d'avoir été niée en tant qu'enfant, niée en tant qu'ado, niée en tant que femme. L'humiliation suprême, c'est niée en tant que mère. Et là, c'est la goutte d'eau, et là, c'est l'impardonnable. Philippe a été témoin du suicide de son père à l'âge de 10 ans. Un traumatisme pour ce jeune garçon déjà fragilisé par la maltraitance, l'alcoolisme et le manque d'amour de sa famille. Mon père passe par la fenêtre, en fait, la fenêtre de sa chambre, pas celle qui est juste à côté de moi, mais je le vois. Donc il ouvre la fenêtre et puis voilà, il plonge dans le vide. Je me dis, je pense que je serai plus un enfant comme les autres. J'ai quelque chose en plus maintenant. Chaque année, je suis toujours sidéré de découvrir que les chiffres de la maltraitance infantile ne faiblissent pas, pire, qu'ils augmentent. Plus de 50 000 enfants sont concernés. Mohamed, que je vais retrouver maintenant en banlieue parisienne, est l'un d'entre eux. C'est un rescapé. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est pas des souvenirs heureux, c'est des scènes de violence, c'est des scènes de sang en fait. Un soir, ma mère est là dans la maison, elle prépare à manger. Mon père rentre, j'entends la serrure. Ma mère avait un t-shirt avec des oranges, je m'en souviens encore. Et ça part en vrille.
commence à bastonner ma mère. Moi, je lui dis arrête, papa, arrête. Je me jette sur lui, je lui bloque les jambes. Il me balance, je me tape contre une table qui était en bois où je m'éclate la tête. Et ma mère n'a que pour seule réaction de sortir et de courir. Et moi, je cours après elle derrière. Et elle court dans la rue, en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Et là, j'ai peur de voir ma mère mourir. Et je me dis, pourquoi moi? Pourquoi mon papa, en fait? Pourquoi ça me tombe dessus? Alors, à 5 ans, déjà, je me dis, mais pourquoi je suis né, en fait? Parce que la mère de Mohamed était une femme divorcée et avait déjà 2 enfants d'un précédent mariage avant de rencontrer son père, leur union est très mal perçue en Algérie. Elle est enceinte de Mohamed quand le couple décide de partir en France pour vivre librement. Mais d'une vie matérielle très confortable, la famille passe à une terre d'accueil moins hospitalière. Pour le père de Mohamed, ce déclassement social est insupportable et très vite, il tient sa femme et son fils pour responsables de cette vie précaire. Retour aux sources. Le franc-moisin. C'est le franc-moisin et on dit les francs. J'ai grandi là, au 2e étage du bâtiment 4. Mon grand-père paternel ne voulait absolument pas de ma mère. Il considérait que c'était une femme qui avait eu des enfants auparavant, une femme qui avait eu une première union, alors que mon père avait eu des enfants aussi, avait une première union. Mais il considérait que ma naissance, c'était la naissance d'un bâtard. Cette arrivée en France, en tout cas cette décision, est à l'origine de la violence de votre père. Ici, la France, c'était une vie différente que l'Algérie. L'Algérie, il avait tout, il me manquait de rien. Quand il faisait ça, il avait quelque chose. C'était un fils de notable. Voilà, un fils de notable. Et alors qu'en France, il redevenait monsieur X et il fallait aller chercher tout soi-même. Ici, il s'est passé quelque chose qui restera jamais gravé dans ma tête. C'est un soir où mon père défonce ma mère. Il la roue de coups. Elle est en sang, elle est dans le salon, elle court. On se dit, est-ce que je vais survivre à ça? Est-ce que ma mère va survivre? Et à un moment, Nadir et Aïda s'interposent. Et Nadir et Aïda sont vos voisins. Ils descendent et Nadir lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça? Et donc il les repousse, il reste dans la maison. Aïda lui dit, mais il l'insulte et vraiment lui dit, mais vous n'avez pas de face quoi, de faire ça à une femme, à un enfant. Et là, à ce moment-là, Aïda dit à ma mère, écoute, je prends ton fils, il vient chez nous et il va passer la soirée chez nous et dormir chez nous. Parce qu'il ne peut pas rester là. Et quand la porte se ferme, on avait une porte rouge et que le sang de ma mère se nuance avec la porte qui se ferme. Ouais. Parce qu'elle est sous emprise et par crainte des services sociaux ou d'être renvoyée en Algérie, la mère de famille, qui n'a pas la nationalité française, refuse de porter plainte contre son mari. Salut Gypsy. Ça va, mon fils. Tu vas bien? Et toi? Ça va? Ça va? La forme? Attends, je finis juste de donner à manger à Gypsy. Va t'asseoir. Ouais. Persuadée que c'est la seule solution pour ne pas être séparée de ses enfants, Nassira demande à toute la famille de vivre murée dans le silence, Oui. acceptant sans sourciller les séances quotidiennes de coups. Ce matin, il a fait très beau. Ça, c'est l'arrivée au franc-moisin. Ah oui, monsieur Bertel. Ouais. Et c'était grand là, hein? Regarde. C'était en quelle année ça? Ça, c'est 99-2000. 99-2000, ah oui. Ah là là. Vous arrivez en France, lui, à des papiers, c'est ça? Je suis montée avec un visa. Donc à un moment, il faut faire les papiers. Ouais. Pour activer ce visa, il faut faire des papiers. Et il n'a pas voulu faire de démarche. Il n'a rien voulu faire. On y va, non, on n'y va pas. J'ai pas le temps, non, je le fais pas. Et donc, je suis rentrée dans cette spirale infernale qui est la clandestinité, quoi. Oui. Je prenais le bus avec la peur, le métro avec la peur, les contrôles, il y a 24 ans, il y avait quand même des contrôles rigoureux, difficiles. Pour moi, dans cette structure familiale qui était vraiment bousillée, je me retrouvais un équilibre. Donc c'était vous pour vous moi- sentiez protégée? Oui, j'étais pas protégée physiquement. Il me battait, mais j'étais là, j'étais dans un cocon où je sais que je n'allais pas être expulsée, j'allais pas être dans la rue, il fallait que je me taise, se taire. C'était il faut rien ouvrir, il faut pas ouvrir ta bouche. C'était quelque chose pour vous de bien entendu qu'il ne fallait pas parler des violences de votre père? Est-ce que votre Non. mère vous avait dit on n'en parle pas?
J'ai un professeur en CE1 qui s'appelait Monsieur Bertel, qui était exceptionnel, qui m'a ouvert aux livres, etc. à Saint-Denis. Un jour, je suis arrivé avec un bleu énorme sur le front et avec un autre bleu sur la joue, pas loin de l'oreille. Il vient me voir, il me dit « Mohamed, ça va ?» Et il était exceptionnel, ce professeur. J'étais en confiance avec lui. Il gratte. Et là, je vais commencer à me libérer. Et je vais lui dire que je suis tapé par mon père. Je vais pour me libérer et là, il dit « Tu sais, il y a des services sociaux pour ça. Il y a la DAS à Bobigny. » Et là, je me ferme. C'était le mot qu'il fallait pas dire, en fait. Ma mère, c'était ma bouée de sauvetage. En fait, c'était ma lumière, c'était ma vie. Et donc, pour moi, je prenais conscience très jeune que si je disais quelque chose, à tort, aujourd'hui sans doute à tort, que si je disais quelque chose au personnel soignant, à l'école, aux services sociaux, ben, je verrais plus ma mère. Vous pouviez être placé, par Je exemple. pouvais être placé, je pouvais être en foyer. Et à chaque fois que mon père, l'embrouille partait avec ma mère, mon père disait, tu sais, continue. Il disait à ma mère, tu sais, continue. Si tu fais le moindre problème, ben, je l'emmène avec moi en Algérie, tu ne le reverras plus jamais. Je comprends très vite. Le déclic, une bagarre démarre entre mon père et ma mère. Ma mère, la cuisine, il lui tape la tête contre le robinet. Je vois ma mère dans ses bras, un peu comme si elle était prise en otage. Je vois un couteau, mais pendant 1/10 de seconde, c'est passé dans ma tête. Et je vois que dans le regard de ma mère, je sais pas si elle a compris, mais elle se dit non, là on arrête là. Et ma sœur a été dire à ma mère, on peut plus là. Là c'est fini. Cette fois, Nassira comprend que son fils pourrait commettre l'irréparable pour la protéger. Une escalade supplémentaire dans la violence qui pousse la mère de famille à se séparer de son mari. Elle finit par demander de l'aide à l'un de ses frères qui oblige l'homme à quitter le domicile conjugal. Sous la menace, le père de Mohamed va s'y résigner, mais quelques mois plus tard, il kidnappe son fils pour l'emmener en Algérie. À seulement 8 ans, le petit garçon est à Marseille quand il comprend qu'il est sur le point de ne plus jamais revoir sa mère. Là, je me percute tout de suite. L'Algérie, pour moi, c'est l'endroit où je peux aller. Peut-être, potentiellement, mais avec ma mère, pas avec mon père. Et là, je me dis que ma vie est foutue. Et je vois un énorme bateau, Algérie Ferries, avec la bouche ouverte. En fait, c'est là où les voitures rentraient. Et j'ai cette image de la baleine, quoi. La baleine de Moby Dick, qui avale. Et moi, le bateau, il va me manger. Au loin, je vois une voiture de police. On s'approche et c'est super long parce qu'il y a beaucoup de voitures. Et les gens vont au bled, vont en Algérie et ils montent dans le bateau. C'est un peu le bordel, chacun a envie de passer avant l'autre. Et je me dis, tu auras 1/10 de seconde. Et à ce moment-là, faudra crier, il faudra vraiment dire tout ce que tu as sur le cœur et dire que tu es en train de te faire enlever, comme te l'a dit ta mère, que tu veux retrouver ta mère, pleurer, crier, taper contre la fenêtre. On arrive à sa hauteur et j'ai pas de souffle, Olivier. J'ai rien. Il n'y a rien qui sort. Et là, je me dis, mais si même toi, tu ne réagis pas, qu'est-ce qui se passe? Et j'y arrive pas. J'ai peur de lui qui est à côté de moi, j'ai peur de ce qui peut m'arriver. Un coup, l'un des deux policiers descend, il demande à mon père de baisser la fenêtre. Il dit « Bonjour monsieur, contrôle de police, est-ce que vous avez les papiers du véhicule? Est-ce que vous avez vos papiers d'identité ?» Donc là, mon père dit oui, bien évidemment. Et il dit « Est-ce que vous avez une autorisation parentale de la maman qui le laisse partir vu qu'il a moins de 13 ans pour l'Algérie ?» Mais non, pourquoi? Je suis son père, pourquoi vous me faites ça? C'est complètement faux, j'ai pas besoin de ce document, je suis son père. On part au poste de police, et là, le policier me dit discrètement « Il y a ta mère, on est avec ta mère, on est avec ta mère. » Là, je repleure. Mon père est emmené au premier étage, moi je suis au rez-de-chaussée. Et je vois ma mère arriver. Mon père a été libéré, mais il a compris que là, vraiment, il était suivi. Là, il y avait une tentative, c'était vraiment inscrit dans les fichiers de la police. Et le matin du 1er avril 2001, il était là, à la maison, il m'a dit, comme dans les films, je reviens, je vais faire un quintet, je vais acheter un paquet de clopes, je vais à l'Escargot, qui était un bistrot, et je reviens. Et il n'est plus jamais revenu. Plus jamais. Plus jamais. Je l'ai revu 17 ans après.
Et c'est terrible parce que c'est toujours ce même sentiment ambivalent, c'est de se dire, on est heureux que le bourreau parte, que le tortionnaire parte, mais je suis en train de perdre mon père. Souvent, j'ai cru qu'il allait changer. Souvent, je lui ai donné sa chance. Je me suis fait avoir plusieurs fois. J'ai cru qu'il allait s'améliorer. Même maltraités, les enfants protègent souvent leurs bourreaux qu'ils continuent d'aimer malgré tout. Pendant des années, Mathilde a été tiraillée par cette ambivalence de sentiments, incapable d'en vouloir à sa mère qui ne l'avait pourtant pas protégée d'un père dont elle savait qu'il était un prédateur sexuel. À 40 ans, je suis sortie d'une amnésie post-traumatique sans crier gare. Je prends le bus 86-87 pour aller à Bastille. Je sens un peu comme quand j'étais enfant, où je sens que mes pieds ne touchent plus le sol. Je sens que je marche, mais c'est pas moi qui marche. Les gens étaient comme des ombres sur le boulevard. Enfin, je voyais plus clair. Et c'est à ce moment-là où j'ai ces flashs, toutes ces séquences qui me reviennent en mémoire. C'est comme un film, comme une boîte de Pandore Ces flashs, c'est que des séquences de viol. Je vois surtout l'image de mon frère qui se fait violer par mon père. Il nous disait qu'on était obligés, qu'il fallait jamais le dire, sinon il nous tuerait, il nous utilisait comme des choses. C'était une joie le jour où il est mort. C'était le mal incarné, ouais. Comme beaucoup d'enfants abusés, Mathilde a enfoui à l'époque son traumatisme. De manière inconsciente, son cerveau a rendu inaccessibles les souvenirs de l'horreur pour la protéger. Émotions et mémoire ont été dissociés. C'est ce que l'on appelle une amnésie traumatique. Ce n'est qu'à 40 ans, après un long travail d'analyse avec une thérapeute, que Mathilde s'est souvenue des abus sexuels. Elle était dans un bus quand sa mémoire est revenue d'un coup. Mathilde a fait un blackout qui a donc duré 30 ans. Je m'effondre physiquement, et c'est à ce moment-là où j'ai toutes ces séquences qui me reviennent en mémoire. Ça commence quand j'ai 5 ans, ça termine quand j'ai 10 ans, et oui, c'est pratiquement en l'espace de 1 heure, je restitue tous les actes traumatiques que j'avais subis, que nous avions subis avec mon frère. J'entends la trappe de son agence qui se baisse. Je revois son regard. C'est comme un film, mais c'est plutôt en version muette. C'est très clair pour vous, au sortir de cette heure où tout vous apparaît, que oui. Votre père vous a violé votre frère. Alors, le scénario, il nous emmène en promenade tous les dimanches. Oui. C'est le seul moment où il il joue le rôle de père de famille. Et puis ensuite, il nous dit la plupart du temps qu'on va faire un petit détour par son agence. Là, il nous fait descendre au sous-sol. On appelle ça la cave. Oui. Et il a échafaudé un système de trappe sur vérin avec blindé et puis isolé. Et en fait, personne ne pouvait nous entendre. Et j'ai aussi en mémoire la peur qu'on a quand on entend la trappe qui se bascule. Dans ce sous-sol, il a aussi établi un scénario de maison en carton, me semble-t-il. Oui, oui. Vous pouvez me raconter ça? Alors, il garde ces cartons et il nous propose de les décorer. Et puis après, il dit on va faire un trou pour... là, on avait 5 ans, 5-6 ans. Une fois qu'on est dans la maison, il nous viole à tour de rôle par ces cartons qui sont percés. Qu'est-ce qui a fait que vous avez tout enfoui? Pour moi, j'étais accrochée à la vie, peut-être plus que tout. Mon inconscient
a dû se dire, on met ça de côté, sinon tu n'arriveras pas à vivre avec... Moi, je pense que j'ai choisi de vivre, d'être heureuse. Et si j'avais pas eu cette amnésie, je suivais la trajectoire suicidaire de la famille. La plupart de ses souvenirs, c'est à 40 ans que Mathilde les a retrouvés, après son amnésie traumatique. Elle a aussi eu une longue conversation avec sa mère, qui lui a avoué avoir été témoin de plusieurs scènes incestueuses. Votre mère savait? Oui, elle connaissait les tendances de mon père, puisque quand j'avais 3 ans, elle m'a extraite du lit de mon père, où j'étais couverte de sperme. Il lui donne l'explication, mais tu sais, j'ai une libido qui est forte. Et à l'époque, ma mère se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je divorce? Mais ça se faisait pas trop dans les années 60. Et ça va peut-être révolter plein de personnes. Je pense vraiment qu'elle est la première victime et c'était pas si simple. Ça le serait aujourd'hui, mais il y a 50 ans, c'était vraiment pas pareil. Mathilde a grandi dans un milieu où la parole de l'enfant n'était pas entendue. Son père, un architecte de renom, et sa mère, sculptrice, gravitaient dans les hautes sphères de l'État et mettaient un point d'honneur à paraître irréprochable en public. Dans le grand appartement bourgeois du quartier de Saint-Germain-des-Prés, où le couple et ses 5 enfants étaient installés, les hommes politiques, les acteurs et les artistes défilaient. Mon père il représentait les architectes au niveau du ministère de la Culture. Ouais. Donc il avait fréquemment l'occasion de rencontrer Malraux. Bon, c'est plus tard que... Dans ce milieu bourgeois et instruit des années 60, les actes de pédophilie semblent ne pas choquer. Ils sont même revendiqués par certains artistes. Le père de Mathilde a pour ami l'écrivain Gabriel Masneff et le peintre Balthus, très décomplexé sur ce sujet. Cet univers était rempli de personnes pédophiles. C'était pas considéré comme une anomalie à l'époque. Mon père, il allait prendre des cafés avec Masneff ou il était chez Balthus, mais dénoncer ce milieu, c'était un risque de se faire descendre même. Dans ces années-là, les années 60, 65, la société n'était pas capable d'entendre les enfants parler d'inceste. C'était plutôt l'inverse. Je veux dire, on avait déjà Masneff qui a commencé à être connu dans les années 70, qui encensait plutôt ce processus de l'inceste que de le condamner. Vous avez subi les viols répétitifs de votre père, vous et votre frère. À l'âge de 10 ans, vous avez réussi à vous échapper. Oui. Lors d'un énième viol de votre père. On était la famille au sport d'hiver à Saint-Gervais. Mes parents avaient pris un chalet et mon père nous emmène prendre un chocolat chaud. Et là, il nous fait monter dans une chambre et il oublie de mettre le verrou. Et avec mon frère, on s'échappe dans la neige et on lui échappe. Ce jour-là, Mathilde et son frère Fabien parviennent pour la première fois à échapper à leur bourreau. Une fuite qui va rendre littéralement fou leur père. En quelques heures, ils développent une psychose paranoïaque très violente qui va conduire la mère de Mathilde à prendre une décision radicale. On rentre à Paris et dès qu'elle en a l'occasion, elle le fait interner mon père, mais tout de suite. Dans l'heure qui vient. Il a fait une bouffée délirante? Oui, mais c'est la première fois où il avait un échec. En se disant peut-être que les enfants vont balancer. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Vous n'étiez pas dans sa tête. Mais il a déraillé comme ça, subitement. C'est à la suite de cette période-là que votre syndrome traumatique, en tout cas que l'amnésie, se déclenche. Oui.
comment le processus se met en route, j'ai envie d'être... Je vois un peu le modèle de ma mère qui est une femme heureuse et moi j'ai une telle envie d'être heureuse que je pense qu'inconsciemment j'élimine ce qui pourrait m'empêcher d'être heureuse. Je l'élimine, mais inconsciemment. Et alors que mon frère, il reste avec une extrême lucidité, avec ce fardeau. Et on s'interroge, c'est vrai que même ses enseignants s'interrogeaient pourquoi cet enfant est triste en parlant de mon frère. Parce qu'elle se sent enfin libérée de son père, inconsciemment, le cerveau de Mathilde occulte les viols qu'elle a subis. La maltraitance et les abus sexuels ne sont pas les seules formes de violence envers les enfants. Tout aussi dévastateurs, le dénigrement, le mépris et l'emprise psychologique ont des conséquences directes et durables sur la construction des plus jeunes. Héloïse, que je vais retrouver maintenant, a subi toute son enfance les remarques malveillantes de sa mère. Très jeune, elle a perdu toute confiance en elle. J'étais dans la peur en permanence de ce qu'elle allait dire. Je me sentais pétrifiée. La peur, c'est pas de la peur physique, il n'y a jamais eu de coups, de choses comme ça. Cette peur de ne pas savoir réagir, notamment parce qu'à chaque fois que je me sentais humiliée, j'avais l'impression que c'était la toute petite fille en moi qui était incapable de répondre. Convaincue qu'elle avait un physique ingrat, Héloïse a mis plus de 40 ans à oser se regarder dans un miroir. Aujourd'hui, à 45 ans, cette mère de 3 enfants apprend à se réapproprier ce physique, trop souvent dénigré par sa mère. Moi, je me souviens notamment une fois, adolescente, où j'ai voulu essayer de mettre des chaussures à talons pour la première fois. Elle a ri, mais en fait, il y avait du monde à la maison, et je me souviens de son fou rire où elle a fait en sorte que je me sente ridicule. Dès qu'il y avait une possibilité en public de m'humilier, oui, elle le faisait. Et je me sentais rabaissée. Chaque jour, au moindre prétexte, Héloïse était la victime d'une nouvelle humiliation de sa mère. Parce qu'elle ne se sentait jamais à la hauteur, la petite fille a développé une grande timidité et une grande fragilité. J'ai l'impression d'avoir toujours été, enfant, notamment critiquée sur mon physique, sur ce que j'étais en tant que jeune femme. Et j'ai eu du mal, à juste m'apprécier. Je me souviens à l'école où je partais à l'école avec un palmier sur la tête qui n'a jamais été à la mode. Et de vous le dire après coup, lorsque vous rentriez ? Et de se moquer de ça quand il y avait du monde, en fait. Voilà, en public, alors que ça faisait des semaines et des semaines qu'elle me laissait partir comme ça et que moi, je voyais pas le souci. Ouais. Manque de confiance, donc, en vous ? Un énorme manque de confiance en moi qui, effectivement, m'a souvent porté préjudice, oui. Vous vous souvenez plus de ces souvenirs d'humiliation à partir de quel âge, finalement ? À peu près 12, 13, 14 ans, D'accord. Voilà, la préadolescence. D'accord, préadolescence. À l'enfance, je me souviens plus d'avoir été un peu délaissée. Alors elle dit qu'elle m'a autonomisée. D'accord. Voilà. J'étais en plus à l'école, j'étais pas très douée, donc je me suis toujours sentie nulle, de toute façon, pas que physiquement, voilà. Mais elle était toujours en parade aussi, c'est-à-dire elle était quand même déléguée des parents d'élèves, donc du coup elle se montrait comme la mère idéale qui faisait les choses correctement. Ouais. Et quand on rentrait à la maison, c'était alors là les humiliations suprêmes tu m'as fait honte au conseil de classe, la petite phrase qui m'a marqué beaucoup quand j'étais en 6e en disant le petit portugais de la classe a des meilleures notes que toi en orthographe. Ok. C'est vous dire si vous étiez nulle. Ah, c'était voilà, pour elle, c'était la nullité suprême. J'étais la nullité suprême, voilà. Je crois pas qu'elle le faisait sciemment, en fait. Je suis pas sûre que consciemment, elle se disait, je vais humilier ma fille. Est-ce que vous aimiez votre mère ? Oui. J'ai le souvenir d'avoir aimé ma mère, de vouloir être aimée d'elle. Pour moi, c'était comme ça, c'était ma mère, ma maman. On était comme ça, nos rapports étaient comme ça. Oui, je peux dire que j'ai aimé ma mère, oui.
Petite fille, Héloïse n'a pas conscience de l'emprise que sa mère exerce sur elle. Jusqu'à 11 ans, elle vit entourée de sa sœur cadette et de son père, passant très peu de temps avec sa mère. Mais au divorce de ses parents, la vie d'Héloïse bascule. Les deux sœurs s'installent avec leur mère et leur nouveau beau-père, et progressivement, Héloïse devient le bouc émissaire de sa mère. Ma mère s'est remise avec un homme qui avait 2 filles. Et donc j'ai été élevée dans Famille recomposée. Famille recomposée. Donc dans cette famille recomposée, vraiment, dans ce groupe de 4 filles. Dans l'histoire, c'est un détail aussi important. Tout à fait. Pour vous, parce que vous avez été contrainte, votre sœur et vous, de vivre assez vite avec un autre homme. Eh bien, je me souviens de l'annonce de la séparation de mes parents avant l'été. Et je me souviens que quand on est arrivé à la rentrée de septembre, nos affaires, tout était déménagé dans une nouvelle maison. D'accord. Avec un autre homme et 2 filles, voilà. Et votre mère vous avait préparé à tout ça? Rien du tout. Rien du tout, aucune préparation, dont je me souvienne en tout cas. J'ai trouvé ça très brusque, très violent. Voilà, je te présente ton nouveau beau-père. Ok, d'accord, voilà. On va aller prendre le Allez. thé. Allons-y. C'est au sein de cette famille recomposée qu'Héloïse va vivre ses années les plus toxiques. Elle a 11 ans quand sa mère adopte avec elle un comportement encore plus pervers, oscillant entre humiliation et complicité malsaine. J'ai pas de souvenir de repas familiaux à partir de cette date-là. C'est-à-dire que les enfants mangeaient, nous les 4 filles, on mangeait dans la cuisine et eux ils mangeaient ailleurs dans le salon. Enfin, le sentiment que ça donnait à l'époque et toujours aujourd'hui, c'est qu'elle avait envie de reconstruire sa vie de femme, de couple, et que sa vie de mère n'était pas intéressante. Que vous disait votre mère sur le divorce? Je suppose qu'elle vous a parlé de votre père. Évidemment, j'ai posé la question du pourquoi. Donc, pourquoi mes parents se séparaient? J'ai posé la question à ma mère. Et je me souviens bien de sa réponse. Je me souviens même de l'endroit où on était. On était en balade en forêt. Voilà, une balade familiale. Et il y avait des questions sexuelles. Il me demandait de porter des porte-jartelles et moi, je voulais pas. Porte-jartelles, ça vous évoquait quoi? J'ai pas posé de questions puisque j'ai compris que ça ne me concernait pas. Enfant, j'ai mis une barrière autour de ça et effectivement, je n'ai pas voulu en savoir plus. Et même, je me souviens que ma sœur ait posé la même question et je me souviens m'être mis tout de suite en bouclier en espérant qu'elle ne lui dise pas la même chose. Voilà. À 15 ans, elle vous fait sa complice dans ses aventures extra-conjugales. Moi, je le prenais comme le fait qu'enfin, on était toutes les deux, on était complices, on était proches. Et effectivement, c'est une situation qui était plus que particulière. Alors, au début, il n'y avait que moi qui étais dans la confidence. Et ensuite, ma sœur aussi. Elle vous demandait quoi, par exemple? De la couvrir Non, elle ne demandait rien. En même temps, je comprenais que c'était pas normal. Et en même temps, je prenais ce qu'elle me donnait. Vous saviez que ça n'était pas normal? Je savais que c'était pas normal. Voilà, je savais que c'était pas normal. Mais elle ne me donnait que ça. Et donc, ce qu'elle me donnait, je le prenais, en fait. Elle vous racontait quoi? Alors, elle racontait ses histoires. Donc, alors là, pour le coup, elle n'allait pas dans des détails scabreux. Trop scabreux. Mais je savais qu'elle avait une relation avec le voisin de son travail, avec son collègue de boulot. Voilà. Mais elle me le racontait, voilà, comme on peut le raconter à une amie, en fait. Une confidente. Une confidente, vraiment. Le fait de vous montrer que quand on est marié, on peut tromper allègrement son mari et donc vous offrir une image du couple et du mariage plutôt perturbante. Pour moi, le couple n'a jamais été quelque chose de chouette, de valorisant, d'agréable, puisque du coup je vivais... Donc ça vous a tout de même marqué, tout ça? Très marqué. J'y voyais pas plus d'intérêt que ça. Enfin, en tout cas, l'envers du décor me faisait pas rêver. Soumise aux critiques permanentes et à la manipulation, la personnalité d'Héloïse a été façonnée par ce qu'elle a vécu. Toujours sous emprise, en grandissant, elle éprouve le besoin d'avoir le consentement de sa mère pour chacun de ses choix de vie.
échapper à l'emprise de parents destructeurs est un long et douloureux parcours. Il a fallu des années à Philippe pour comprendre la violence et l'alcoolisme de son père. Il y a d'abord les coups. La journée, oui, ça pouvait pleuvoir aussi, je le savais, mais le pire était la nuit. Alors il se levait, il tapait d'abord dans les murs, et puis il venait me frapper. Une mauvaise note, un bulletin, une mauvaise attitude. Je me souviens, je me mettais en boule, j'attendais que ça passe. Et puis ça passait, donc jusqu'à la prochaine. Je savais qu'il y avait une prochaine. Philippe est marionnettiste. Il met en scène des histoires pour enfants. Ce métier, il le tient de son enfance car très jeune, il s'est réfugié dans un monde imaginaire pour supporter les coups de son père et l'indifférence totale de sa mère. Ce père violent, Philippe en garde des souvenirs indélébiles. C'est à son retour de la guerre d'Algérie qu'il a changé. Traumatisé par les violences qu'il a vues, le père a sombré dans l'alcoolisme et les soirs de désespoir, c'est son fils qu'il rouait de coups. À seulement 6 ans, Philippe a appris à se construire sans repère ni tendresse. On sent les coups dans le corps. C'est comme si ça implosait de l'intérieur. Je peux ressentir mon nez et le bout de mes dents, le palais. Donc il y a ça, mais on sait que ça va passer. Et ensuite, c'est cette injustice, mais j'ai rien fait, quoi. J'ai rien fait. Est-ce qu'il frappait vos sœurs aussi? Mes sœurs, ma grande sœur, oui. Ma petite sœur, non. Maintenant, moi, étant le seul garçon, je pense que j'étais... Ma mère disait de moi, Philippe, c'est la bête noire de son père. Et c'est un peu ça que j'avais un peu en tête aussi. C'était quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va être pour moi. En tout cas, ce père fait des cauchemars tout le temps. Et ça, depuis ma plus petite enfance. Je me souviens qu'il tapait dans les murs, il se réveillait en pleine nuit, il criait, il chantait des chansons d'Algérie que je connais encore. Cette chanson, je la connais encore. Ah oui? Je la connais encore, ouais. Et on chantait avec lui. Ma sœur, ma grande sœur et moi, on chantait avec lui. Vous avez quel âge lorsqu'il fait la guerre d'Algérie? Ah, moi, je suis pas né. Vous n'êtes pas né? Non. Moi, je suis né en 64. Quand j'arrive à ma naissance, il a déjà fait l'Algérie. C'est fini. L'Algérie, c'est terminé. Moi, par contre, je le connais toujours avec ça. Avec ses cauchemars, avec ses chants d'Algérie, avec... À ce moment-là, il y a 2 pères. Il y a le père de la journée, où tout va bien. Oui. Et puis, il y a le père de la nuit, qui fait des cauchemars, qui se lève, Est-ce qu'il y a déjà de l'alcool ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'alcool vient de plus en plus. Ma mère arrivait à me défendre quand elle arrivait à temps, quoi. Elle arrivait à faire barrage. Non, la maltraitance qu'elle aurait pu me faire subir, ma mère, c'est aussi des coups. Hein. C'est aussi des coups, ma mère... Mais j'avais pas peur de ma mère. Ma mère, elle me courait après avec le balai, elle m'a fait signer de la tête plusieurs fois avec ses chaussures et ses talons, mais j'avais pas peur de ma mère. Mais elle vous mettait des coups quand même? Oui. Il y a en tout cas pas véritablement une mère en tant que mère qui... Il n'y a pas de tendresse. Il n'y a pas de démonstration. Non. C'est un peu dégueulasse ce que je vais dire, mais je pense que ma mère, je l'assimile un peu à un animal qui a fait une portée de 3 enfants. Et puis après, on se débrouille, quoi. Chacun d'entre nous se débrouille. Vous vivez donc à Noisy-le-Sec, hein, avec votre mère donc, et vos 2 sœurs. C'est ça. Donc il y a la toute petite enfance où j'ai l'impression que tout va bien. Moi, je me souviens partir avec lui sur les chantiers quand je suis enfant. Ma mère préparait le couscous, on mangeait dans les gamelles en ferraille. Là. Et moi, j'adorais ça. Et puis, de moins en moins. Et puis, lui, il boit de plus en plus. À la maison, ça devient de pire en pire. Tout se part en couille, là, à ce moment-là. Les carreaux sont pas réparés, il fait hyper froid. On a un poêle. Le charbon, ça dure... ce que ça dure, à 2h du matin, peut-être, il n'y a plus rien. Mm-hmm. Et le matin, il y a de la glace sur les fenêtres. Enfin, c'est Zola, quoi. Ailleurs, on sait bien que c'est pas pareil. La violence des coups qu'il a reçus, Philippe l'a presque mise de côté. Il se souvient surtout du manque total d'amour de ses parents et de leur vie précaire. C'est à quelques kilomètres de là, à Noisy-le-Sec, que Philippe a grandi. Aujourd'hui, je l'accompagne sur les traces de son passé. Je pense que l'odeur, le bruit de l'escalier, la tomette, la place, l'emplacement de la cave, les toilettes qui étaient au rez-de-chaussée, et puis surtout la cour derrière. Donc, c'est là. Ouais. L'immeuble a été rénové là, mais c'est exactement ça. Et vous habitiez au 3e? 3e étage, mais de l'autre côté.
C'est la première fois que vous revenez à l'intérieur comme oui, ça. Oui. Ouais. J'ai l'impression que j'étais vachement grand, mais c'est tout petit. C'est tout petit. Chez vous, on ne fêtait pas les anniversaires. Ça, c'est quelque chose pour un enfant qui est marquant, qui doit être blessant. C'est notre jour, quoi. Ouais. Et on tourne autour Enfin, moi, je tourne autour de ma mère en lui disant « Maman, aujourd'hui, tu sais, c'est particulier quand même. » Bon, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. Et puis, je continue. Tu sais, maman, aujourd'hui, c'est quand même important pour moi. Bon, il n'y a rien. Aujourd'hui, maman, on est le 22 octobre. Maman, maintenant, aujourd'hui, puis il n'y a rien. Et à un moment donné, on a juste une réponse qui dit « Pourquoi? C'est la Saint-Con aujourd'hui ?» Livré à lui-même toute la journée, Philippe a arpenté ce quartier où il a fait son éducation tout seul. Doué pour apprendre, mais pas très intéressé par l'école, il a passé beaucoup de temps dehors ou chez ses amis. Alexandra a rencontré Philippe quand ils avaient tous les deux 10 ans. À l'époque, elle était très loin de s'imaginer ce qu'ils vivaient tous les jours à la maison. On s'est rencontrés dans cette école-là, mais on n'était pas dans la même classe. Est-ce que c'était un garçon gay? Oh oui, toujours partant pour faire plein de choses. Moi, je me souviens qu'on a fait des fêtes à la maison et t'étais là. Quand ma mère nous emmenait à la piscine, t'étais là. Et puis, je me souviens d'un garçon qui était autant, par exemple, moi, il fallait que je demande à mes parents quand je voulais faire quelque chose ou inviter quelqu'un ou même aller chez ma copine à côté. Et en fait, Philippe, lui, était disponible tout le temps. Vous connaissiez ses parents un peu ou pas? Non. Je savais où il habitait, je connaissais l'immeuble, mais je suis jamais rentrée dans l'immeuble et je n'ai jamais rencontré ses parents. C'est quelque chose que vous partagiez avec un copain, une copine, ou même à... Les coups? Oui, à 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que peut-être que c'est partout pareil. Et puis on a honte. Et puis, il ne faut pas que ça se sache. On risque d'être enlevé par les assistantes sociales. Donc, il ne faut pas que ça se sache. Donc, on n'en parle pas. Pas de signe extérieur de précarité ou de maltraitance? Non. Et j'en ai même parlé avec ma mère quand tu m'as raconté ce qui s'était passé. Et ma mère n'avait absolument pas ce souvenir-là. Vous étiez livré à vous-même et vous pouviez faire ce que vous voulez, finalement. Sortir le dimanche matin et passer la journée dehors, Oui. quand on a 10 ans, c'est pas le lot de tous les enfants de 10 ans. Vous pouviez faire ce que vous voulez. En allant chez Alexandra, vous remarquiez les différences ou pas? Bah oui. Je vois bien que les gens vivent normalement ou dans le luxe. Enfin, en tout cas, avec très certainement des brosses à dents, des papas et des mamans qui disent bonjour, qui nous font dégoûter, qui prennent une attention. Donc, effectivement, moi, je me sens bien ailleurs parce qu'il y a aussi ça. Il y a une part de honte dans tout ça, il y a une part d'amour-propre aussi, bah non, il faut pas que ça se sache, quoi. Faut pas que mes copains... Alors c'est peut-être pour ça que je développe aussi une espèce de joie de vivre, comme ça, une façade. Mohamed a reçu des coups d'une violence inouïe jusqu'à 8 ans, avant que son père ne disparaisse pour l'Algérie. Si pendant des années, il a enfoui une partie de son enfance, aujourd'hui, à 28 ans, il a décidé de prendre la parole pour briser la loi du silence autour de la maltraitance infantile. C'est au sein de l'association L'Enfant Bleu, qui s'investit pour encourager les pouvoirs publics à s'emparer de ce problème de société et inciter les enfants à parler. Car seul un quart des enfants maltraités se confient. Et si ces enfants gardent leur souffrance pour eux, c'est bien souvent parce qu'ils ont peur des conséquences de leurs aveux. Le bureau de l'une de nos psychologues, juste ici. Et donc ici, on arrive donc à la salle des écoutants référents qui traite les appels en fait, des personnes qui ont besoin de nous. Et vous recevez beaucoup d'appels? Ça fait 600, le mois dernier par exemple, c'était 600 appels dans le mois. 600 appels? 600 appels. Voilà, alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Oui, elle s'appelle comment votre petite fille? Elle a quel âge? Et vous êtes rendu compte que votre petite fille subissait des maltraitances? Comment est-ce que vous êtes rendu compte? Qu'est-ce qui se passe exactement?
Elle avait des bleus? Elle avait des bleus où? Jambes et bras. Et elle vous a dit que c'était son papa? 22% de Français concernés par la maltraitance. De quoi on parle dans ce chiffre? Eh bien, on parle de tout type de maltraitance, des violences sexuelles, des violences physiques, des violences psychologiques, mais aussi des négligences très graves. Et on parle de maltraitance grave, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de parler d'une gifle ou d'un geste parfois accidentel. On parle de violences répétées et qui s'inscrit dans la vie quotidienne de l'enfant. Un enfant qui meurt tous les 4 ou 5 jours en France, c'est un chiffre que vous me confirmez, Laura, ici à l'Enfant Bleu? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, on craint d'ailleurs même que les chiffres soient sous-estimés. On pense que certaines morts dites par accident domestique soient le résultat de maltraitance. Est-ce que vous ressentez qu'aujourd'hui les enfants vous appellent plus? Est-ce que la parole se libère un peu? Quand on est tout petit, quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est vrai que nos parents, c'est un peu tout notre monde, notre famille, c'est tout notre monde, et on a l'impression, on se dit, puisque je vis ça à la maison, après tout le monde le vit finalement. Donc il faut aussi qu'ils comprennent que ils peuvent aller en parler à la maîtresse, à l'infirmière scolaire, à la maman, pourquoi pas, d'un copain ou d'une petite copine. Mais ça, comme tout, en fait, c'est un apprentissage. Donc il faut l'expliquer aux enfants. C'est se mettre à leur niveau d'échange. C'est discuter avec eux. Une fois, j'ai eu l'opportunité de passer un moment avec une classe et on a commencé par parler de Kylian Mbappé, de Neymar, etc. Et ensuite, au bout d'un quart d'heure, il y a eu des... Mais moi, je connais une copine, elle a été touchée par quelqu'un de sa famille. Et ils avaient 12 ans, les enfants, les jeunes. Donc, en gros, ça a libéré l'espace. En fait, si nous, on réagit pas, qui va le faire? Et surtout, il faut se mettre au niveau de ces enfants pour leur donner confiance pour qu'ils se libèrent. L'une des missions de l'association est d'accompagner les victimes à se reconstruire. Avec un psychologue, Camélia a enfin pu mettre des mots sur son mal-être. J'ai vécu de la maltraitance physique, sexuelle et psychologique. Et ici, justement, on m'a dit, non, mais tout ce que tu as vécu, en fait, c'est vrai. Et on m'a mis des termes précis, comme l'amnésie traumatique, enfin, ce genre de choses sur des événements que j'avais vécus, mais complètement sans savoir, enfin, sans les comprendre, quoi. On voit tous des situations qui peuvent parfois être douteuses. Et je préférais toujours, si un jour mon voisin entend des cris avec mon enfant, je préférais toujours qu'il vienne toquer pour dire « Excusez-moi, je peux savoir ce qui se passe ?» Et je me dirais, j'ai un voisin responsable quand même, j'ai un voisin qui est... Ça va m'embêter sur le moment parce que je me dirais, il me prend pour qui pour un mec violent, mais je me dirais, ah non, mais c'est un mec responsable. Non, on préfère être dans notre petit cocon et se dire, notre vie, elle est bien tranquille, je vais pas me déranger, je vais pas savoir ce qui va se passer à côté, on sait jamais. Non, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Savoir quelle démarche adopter face à la maltraitance est souvent une question complexe pour l'entourage. Si Mohamed a survécu à ces années de violence, c'est parce qu'il trouvait refuge chez ses voisins protecteurs, Aïda et Nadir. Non, c'est pas vrai. Comment vas-tu, Mikey? Et toi? Dans cet appartement voisin, il a découvert un nouveau socle familial et une passion pour le foot dont il a fait son métier. Est-ce qu'il vous est arrivé de culpabiliser, voire d'être frustré parce que vous aviez l'impression de ne pas pouvoir faire assez? Tout à fait. On aurait voulu faire plus. C'est sûr qu'on a culpabilisé. Ouais. Tu entends crier, t'imagines? Toi, t'es là, limite... Vous les entendez? Vous entendiez les cris? Ah oui. C'est dur quand même, c'est dur. C'est dur, c'est très dur. Alors t'imagines, toi, t'es là-haut, tu te sens impuissant parce qu'on n'ose pas trop au début. Après, une fois qu'on se connaissait, c'était plus pareil, tu vois. Mais au début, c'est une fois que Nassira vous a finalement donné l'autorisation d'intervenir. Après, c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit, non, mais il aurait pu se passer quelque chose de plus grave. Il aurait mieux valu que j'intervienne plus tôt. On risque rien, en tout cas, à aller voir ce qui se passe. Aller voir ce qui se passe, bien sûr. Si c'est le message qu'on pouvait passer aujourd'hui, voilà, c'est vraiment ça. Et par rapport à ça, bien sûr, on culpabilise. Imagine, il aurait pu... il serait peut-être pas là. Bien sûr. Témoins des violences familiales, Aïda et Nadir ont longtemps cherché comment protéger Mohamed. Mais démunis,
Ils ont préféré ne jamais parler avec le jeune garçon de ce qu'il subissait dans son foyer. Qu'est-ce que ça représente pour un petit bonhomme de 7 ans, 8 ans, que tout à coup, il y ait un sas de sécurité au-dessus de la maison? Il représentait tout. En fait, Aïda et Nadir sont les premiers à avoir réagi et à avoir vu les choses. Et plus que du jugement, plus que de parler de ça, plus que d'entrer dans les détails, où il le faisait peut-être avec ma mère, Nadir et Aïda, c'était tu viens manger la raclette, tu viens manger la tartiflette. Nadir, c'était tu joues au Uno, tu joues au jeu, il m'a appris le poker. En fait, j'aurais voulu que ma mère soit la sœur d'Aïda, mais j'aurais voulu avoir 3 parents à cette époque. Aujourd'hui, Mohamed est un journaliste reconnu. Heureux sur le plan professionnel et personnel, il reste néanmoins fragilisé par cette enfance qui l'a meurtri. Angéline, sa compagne, est régulièrement témoin de ses crises d'angoisse et de sa peur de l'abandon. Tu me donnes une assiette, mon cœur? Tu prends les fraises? Ouais. Si ça tenait qu'à Mohamed, on aurait déjà 5-10 enfants. Ah oui? Ouais. Mais non, mais justement, je pense que il y a un temps pour tout. Et moi, je veux qu'on prenne le temps pour pas faire d'erreur. Et même si je pense que lui et moi, on est sûrs de l'amour qu'on se porte, je pense qu'on a encore plein de choses à vivre. Je pense qu'il faut savoir se reconstruire avant pour construire quelque chose derrière. Je pars du principe que quand on construit quelque chose qui dure, c'est sur des bases solides. Le but est d'apprendre à vivre avec et d'en ressortir plus fort et meilleur, parce que je pense que chacun de nous est construit par rapport à l'enfance qu'on a vécue, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et l'idée, c'est pas qu'il l'oublie, c'est pas que ce soit gommé. En revanche, si sa souffrance peut s'atténuer et que ça en fasse une force, c'est ça l'important. C'est possible, ça. Briser la chaîne. La chaîne. Ouais. Et pas que celle de la violence. La chaîne de l'abandon, la chaîne... Je veux briser toutes les chaînes. Donner de l'amour à mon fils, à ma fille. Je veux léguer de l'amour, léguer des choses matérielles, mais léguer aussi des choses immatérielles. Un nom, léguer aussi des forces. Pas beaucoup de faiblesse, mais que mon fils ou ma fille comprennent que la vie, elle est belle, en fait. Pas partir avec des handicaps. Vous avez revu votre père, en fait, 17 ans après qu'il vous ait quitté, vous et votre mère. Il n'y a pas eu d'excuse, il n'y a pas eu de regret. Il m'a expliqué que sa fille, je l'avais bloquée sur Instagram et qu'il voulait avoir des places pour le concert de DJ Snake, qui est mon meilleur ami. Il m'a dit que son fils était fan de Kylian Mbappé, si je pouvais pas lui avoir un maillot. Il en arrive presque à me dire, t'as vu, si t'en es arrivé là, c'est peut-être grâce à mon départ. Voilà, il me lâche ce proverbe arabe qui dit ce qui est passé est mort. Il me dit voilà, maintenant il faut se reconstruire. Est-ce que t'as une compagne? Est-ce que tu vas te marier? J'espère être là pour ton mariage. Hein. Voilà, il me dit tout ça. Et moi, je suis vidé. Je suis vidé. C'est-à-dire que je n'ai pas la force. Et je m'en suis voulu toute la soirée, je n'ai pas la force de lui répondre. Ça a été difficile pour vous d'évoquer avec Angéline ce passé, les violences? Et je me suis confié à Angéline au début et je lui ai même pas dit toute la vérité. Elle le sait, au départ je lui ai dit que j'étais abandonné. Elle a pas gratté parce qu'elle a vu que j'allais rien dire. Et c'est quand il y a eu 1 ou 2 soirées que j'étais nostalgique, que je pouvais pas retenir mes larmes, qu'elle m'a dit mais arrête, je le vois bien, il n'y a pas que ça. Et c'est là où je me suis confié un peu plus. On a l'impression que vous êtes toujours sur le qui-vive, comme s'il pouvait arriver quelque chose, alors que tout va bien entre vous. Je lui ai souvent dit, je t'aime plus que tu m'aimes. Alors que j'espère que ce n'est pas le cas, je pense pas que ce soit le cas. Pourtant, vous le dites. Oui, mais parce que j'ai peur de l'abandon, en fait. J'ai peur qu'on me soutienne pas. Et en revanche, je ne le montre pas. C'est pour ça que quand je suis quelqu'un d'extrêmement fier, et je dis souvent, je préfère prendre des décisions, même si elles sont mauvaises, et souffrir derrière, que je préfère que ça vienne de moi, plutôt que quelqu'un d'autre, parce que
j'ai déjà souffert une fois et je veux pas ressouffrir. Et souvent avec Angéline, je ne veux même pas aller au conflit. Parfois, je lui donne même raison alors que je ne suis pas forcément d'accord. Parce que j'ai pas envie qu'on se clash, en fait. J'ai tellement eu peur, plus jeune, de pouvoir retransmettre cette violence. Je m'étais quand même dit, enfant et adolescent, je ne me mettrai jamais en couple avant 30 ans. Je me disais ça parce que je ne pensais pas aimer un jour. À 25 ans, Mathilde quitte le domicile familial pour emménager avec son premier mari. À cette période, les souvenirs des viols qu'elle a subis de son père sont toujours profondément enfouis dans son inconscient. Elle se protège ainsi psychiquement, sans le savoir, depuis qu'elle est petite fille. Son frère Fabien, lui, se souvient de tout. Les viols de son père, il les porte comme un fardeau depuis l'enfance. Terrassé par ce qu'il a vécu, à 24 ans, il se jette du toit du musée Beaubourg, un lieu symbolique car son père détestait cet endroit de Paris. Pourtant, jamais Fabien n'a évoqué avec sa sœur les traumatismes du passé. Il s'interrogeait sur le fait que j'ai pas d'émergence de souvenirs, que j'avais, je pense qu'il se rendait compte que j'avais oublié ces horreurs du passé. Il va jamais de façon tranchante me dire « Est-ce que tu te rappelles ce qu'on a vécu avec papa ?» Ça n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Non, c'est jamais arrivé. Comment fait-il alors? Par exemple, il me traduit une haine pour son père qui lui... Mais on n'ose pas trop entre nous se dire « Mais pourquoi tu le détestes à ce point Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Vous lui avez posé la question? On était plutôt dans on n'en parlait pas. On ne parlait pas de... On parlait pas de mon père. C'est comme s'il était à table sans être à table. C'est comme s'il n'existait pas. D'où le fait que mon frère ne voulait plus lui parler. Fabien, il met fin à ses jours dans des circonstances particulières. Il saute du haut du musée de Beaubourg. Comment est-ce que vous apprenez le suicide de Fabien, votre frère? Mon père a quand même, c'est lui qui fait l'annonce, qui envoie l'annonce au Monde, au Figaro. Et il met dans le Figaro Le Monde, mort accidentellement sur le parvis du centre Pompidou. Pour eux, c'est inacceptable d'avoir un enfant qui s'est suicidé. Là, je parle des deux. Donc, ils veulent une version plus soft. Ils veulent la version de l'accident, qui est plus soft. Il a choisi sa mort. Il a choisi cette mort. Je veux dire, c'est inacceptable qu'on lui enlève. Quand je me rends, je me rends à l'appartement de mes parents. La première chose que je fais, c'est d'aller dans sa chambre. Mon père me barre un peu la route, que t'as rien à faire dans sa chambre. Je dis, si, j'ai à faire. Je suis certaine qu'il m'a laissé un mot. J'arrive dans son bureau, sur le bureau, pas de lettre. Je regarde dans la poubelle, je vois une lettre déchirée. Et maman est avec moi, elle me dit, c'est sûrement papa qui a déchiré la lettre. Bon. Elle m'amène du scotch. Là, elle m'aide à recoller la lettre. Et là, je lis « Je suis seule responsable de mon suicide. Sachez accepter l'acte accompli. » Avec sa petite signature habituelle. Il a 24 ans. Il a 24 ans. Dans la famille de Mathilde, plusieurs autres jeunes hommes se sont suicidés. Parmi eux, 2 de ses cousins. Si elle n'en a jamais eu la certitude, Mathilde reste persuadée que son père a également abusé d'eux. Pour elle, c'est l'amnésie traumatique qui lui a sauvé la vie. Un mécanisme de défense que 50% des victimes d'inceste déclenchent et qui peut durer plus de 20 ans dans un tiers des cas. Pour Mathilde, l'absence de souvenirs a duré plus de 30 ans. Coucou. Adolescente, elle était épanouie et avec son amie et voisine Florence, elle n'a jamais évoqué de problème particulier. Voilà. Bon, je t'ai fait une brandade, ça te va? Adorable, ouais, bien sûr. Mathilde a même choisi de devenir architecte, le même métier que son père. Quoi qu'il arrive. Pourtant, Florence et sa mère avaient le sentiment que sous le vernis,
la famille cachait une vérité plus inavouable. C'était fait collatéral, enfin j'ai le souvenir de ça, de toi, d'un entrain très expiel, très... ouais, on riait beaucoup. Oui, on riait beaucoup. C'était très gai. En revanche, ton petit frère... ouais, c'était pas... Fabien, il était triste. Ouais, hein. parce qu'il était dans la classe juste en dessous. Oui. Et je me souviens qu'on le croisait, t'allais le voir, etc. Oui. Et il avait un regard, mais perdu. Oui. Vous, Florence, qui croisiez cet homme et... Je l'ai pas tant croisé que ça. Mais est-ce que vous vous rappelez de Laura Ah oui. Oui, il me faisait peur, il n'était pas à l'aise. C'était quelqu'un d'assez... Et en même temps que je trouvais un peu, ouais, savant fou, quoi, un peu... Clairement, il ressemblait pas aux autres pères de famille. Il suscitait oui, il générait une forme d'idéalisation de lui-même et de mystérieux. Vous dites que lorsque vous en avez parlé à vos proches, certaines personnes ne sont pas surprises. J'ai du mal à comprendre qu'elles ne soient pas surprises d'un crime comme celui-ci, en fait, parce que votre père était un criminel. Beaucoup de personnes n'étaient pas surprises parce qu'elles attendaient une explication à cette famille où tout le monde meurt. Ma mère me répétait souvent, mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Ah bon? Et elle, son explication, c'était de dire, bon, bah, c'est suicide de garçons jeunes, c'est sûrement... Voilà, un tempérament, une sensibilité artistique exacerbée. Oui, c'est ça, c'est des romantiques, des esprits tourmentés. Il fallait trouver une explication, donc c'était celle-là. Voilà, mais je suis pas sûre qu'au fond d'elle-même, elle y croyait tant que ça. Vous avez surmonté cette épreuve, vous avez surmonté l'horreur, mais cette fin d'amnésie, elle a tout de même révélé la peur de la mère que vous êtes pour vos enfants. Ma fille a toujours dit, depuis qu'elle a 13-14 ans, qu'elle avait été abusée par son grand-père. Ma fille a résolu cette difficulté en se coupant complètement de moi, en m'écartant de sa vie. C'est une manière pour elle d'écarter ce qu'elle a vécu, de tourner la page. Je ressens pas de culpabilité puisque jamais en conduisant mes enfants chez mes parents, je me suis dit ils sont en danger. Mathilde a découvert 2 ans après être sortie de son amnésie traumatique que sa propre fille était aussi victime de son père. La jeune fille n'a pas osé se confier à sa mère lorsqu'elle était enfant. Et ce n'est qu'à l'âge de 13 ans qu'elle lui a enfin avoué les viols commis par son grand-père, sans même savoir que sa propre mère était aussi une victime. Rongée par la culpabilité, Mathilde a porté plainte pour que la justice condamne enfin son père. Mais bien souvent dans ces affaires, les témoignages ne sont pas considérés comme des preuves suffisantes. Oui, il y a eu un procès. C'est au niveau de la police, le dossier a été retenu. Il y avait suffisamment d'éléments de culpabilité. Et puis arrivé à la fin de l'expertise, comme la plupart de ces dossiers, il n'y avait pas suffisamment d'éléments. Il y en avait, mais pas suffisamment. Il y en avait, mais pas suffisamment. Et du coup, Florence m'a aidée pour qu'on aille. On est allé en cassation, mais on a eu un refus en cassation. Ouais. Enfin, je pense que c'est une grande souffrance, à nouveau une grande souffrance pour Mathilde, de priver de sa fille et de ne pas avoir eu la chance de pouvoir lui expliquer que toi, tu avais cette amnésie et qu'à aucun moment, ok, tu l'as pas protégée, mais que tu pouvais pas la protéger. Elle est dans mon cœur, même si elle n'est pas dans la réalité, elle restera. Mais je veux pas l'obliger. Pour elle, si ça réveille quelque chose qui lui a fait trop mal, je le comprends. Mathilde n'a jamais revu son père après avoir retrouvé la mémoire. Mais après 5 ans de silence, elle a un jour éprouvé le besoin de se confronter à lui une dernière fois. C'est en appelant à l'appartement familial qu'elle a pu lui parler. Il assume une pleine responsabilité. À la question « Pourquoi ?», il répond « Je ne pouvais pas m'en empêcher ». Il me propose d'accepter son pardon. C'est un pardon pour qu'il puisse se dégager, en fait, si on peut dire. C'est pas un pardon d'absolution du tout. Hein. C'est un pardon
pour c'est un pardon qu'il s'en pour aille le libérer. avec tout ce qu'il vous a fait. Il s'en aille, et en plus, il fait la comptabilité de tout ce qu'il a fait, il le dit, et il fait le listing, si on peut dire. Je vois qu'il se méprise lui-même, il se supporte plus. D'accord. C'est fini, il peut plus, il se supporte plus lui-même. Je ne sens pas de colère. Et depuis que nous nous connaissons, Oui. je n'ai pas senti de colère. Je ne veux pas aller sur le terrain de la colère. Je pense qu'il y a toujours d'autres moyens que la colère. C'est ma nature. Je trouve que la colère génère... La colère de mon père m'a fait tellement souffrir que même quand quelqu'un monte le ton, je supporte pas et je réponds pas. Si vous haussez le ton en face de moi, je ne répondrai pas. Quelle femme êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes reconstruite et comment vous vous êtes reconstruite? C'est moi qui rajoute le re, Oui. mais peut-être que vous n'avez jamais été détruite finalement. J'ai jamais été vraiment détruite. Si quelque chose me fait beaucoup souffrir, je vais aller vers quelque chose qui me fait beaucoup de bien et voilà. J'ai toujours cherché à construire ce bonheur. Ouais, j'ai envie de vivre, non pas de survivre, j'ai envie de vivre complètement. Il est donc temps de passer à autre chose. Oui, ouais, complètement. Mathilde a décidé de vivre coûte que coûte. Sans heurts, désormais consciente de son histoire, elle a décidé de se reconstruire sans haine ni rancœur. Héloïse, elle, a emprunté un autre chemin. Pour devenir enfin libre, il lui a fallu rompre les liens maternels. Pendant plus de 40 ans, Héloïse a été victime d'une mère tyrannique qui l'a dénigrée sans cesse. J'ai mis du temps à me considérer comme femme, voilà. J'ai eu des petits amis assez tard, 17, 18 ans, pas avant. Tiraillée entre l'angoisse d'être éternellement sa victime et son besoin de reconnaissance et d'amour maternel, elle va continuer à voir cette mère jusqu'au point de non-retour. Pendant des vacances en famille, devant tout le monde, elle a parlé de mon petit ami de manière très dénigrante, voilà, en disant devant tout le monde, elle fréquente, c'était ça l'expression usuelle. Elle fréquente, il est grand et tout sec, donc tout le monde a rigolé parce que du coup elle l'a mis en scène. Je me suis pas sentie légitime à rester avec lui parce qu'effectivement il était grand tout sec et pas très beau, selon ses critères. Et c'était plus possible pour moi. Alors ça peut paraître absurde, mais du coup ça m'a bloqué complètement. J'avais pas son accord, son assentiment en fait. Donc clairement, vous pouviez mettre vos propres envies de côté pour choisir vos petits copains et plus les choisir en fonction de ce que votre mère aimait? Je lui ai présenté celui qui est devenu mon mari, donc lui qui cochait toutes les cases, mais qui a été le dernier que je lui ai présenté. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres alors? Il est très très beau. Ouais. Il est vraiment très très beau. Il est sportif, tout le monde l'aime, il est souriant, il est agréable. Il a tous les critères parfaits. C'est mieux quand les parents valident quand même. C'est toujours mieux quand les Je parents garde ce valident. souvenir-là, moi en tout cas. Mon père était décédé, donc du coup c'était encore plus important pour moi d'avoir ma mère qui, elle, valide pour deux, quelque part. Adulte, vous alliez souvent chez votre mère, donc en compagnie de votre mari? En fait, dès que je savais qu'on allait y aller, j'étais malade. Et je passais 2 jours de stress à vomir, j'étais tout le temps malade. Et vous saviez pourquoi, en fait? Le stress, l'angoisse, la peur toujours qu'il y ait une réflexion qui parte, où je me sente de nouveau humiliée, et en plus devant mon mari, c'était insupportable. Est-ce que c'est votre ex-mari qui vous a amené à rompre les liens avec votre mère? En grande partie, oui. Oui. Et puis la maternité, le fait d'avoir un enfant, ça m'a ouvert les yeux. Pour la petite histoire, quand j'ai rompu, quand on s'est séparés avec mon ex-mari, elle a fait une attestation pour le tribunal contre moi et en faveur de mon ex-mari. Dedans, il y avait des inventions, évidemment, donc c'est là où elle a touché à mon rôle de mère, donc c'est ça qui m'a vraiment bouleversée. Mais ça a été horrible, vraiment horrible. Alors en fait, j'ai le sentiment d'avoir été niée en tant qu'enfant
nier en tant qu'ado, nier en tant que femme. Et là, c'était le suprême, l'humiliation suprême, c'était nier en tant que mère. Et là, c'est la goutte d'eau, et là, c'est l'impardonnable. Bafouée une fois de plus dans son rôle de maman, Héloïse considère qu'elle n'a plus d'autre choix que de couper définitivement le lien toxique avec sa mère. Pourtant, avant de s'y résigner, elle va lui proposer une thérapie commune avec une psychologue. Ça a pris des semaines, voire même des mois pour qu'elle accepte l'idée. Parce que pour elle, le mot psy, c'est un gros mot. C'est-à-dire, il n'y a que les fous qui vont voir les psys. Et quelque part, il y avait même cette idée que si moi je demandais aller voir une psy, c'est peut-être que je reconnaissais que j'étais folle. Enfin, elle a beaucoup joué sur cette ambiguïté-là. Bon, finalement, un rendez-vous a été pris. C'est elle qui a choisi la personne. Je me suis dit, ça sera plus simple pour elle si c'est elle qui choisit. Quand je suis arrivée au rendez-vous, elle n'était pas là. Voilà, elle n'était pas là. Et elle avait discuté avec la psy au téléphone en expliquant que, je cite, « Ma fille a un gros problème à régler, donc je vous l'envoie. » Le spécialiste que vous voyez a posé un diagnostic sur votre mère. Elle a mis ce nom de perverse narcissique. Alors du coup, depuis, j'ai beaucoup étudié ce terme qui m'était plutôt étranger. Enfin, à ce moment-là. Perverse narcissique. Ouais. Moi, exactement. Moi. Le besoin de se mettre en avant en permanence et d'écraser, de dénigrer et pour autant de passer pour la victime. Dès qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, il n'y a pas de remise en question. C'est pas sa faute. Et presque, ce qui paraît fou, c'est de se dire, comme elle n'en a pas conscience, comment lui expliquer, comment la faire changer, quel chemin je peux l'aider à prendre pour que les choses se passent mieux. Et c'est là que c'est le deuil à faire, en tout cas pour les personnes qui y sont confrontées, c'est de dire, il n'y a pas de chemin. C'est vain d'imaginer que ça va changer, que ça va bouger et qu'un jour il va y avoir un éclair de génie. Malgré la déception et la blessure que vous avez encore aujourd'hui, même si elle se guérit, vous avez accepté que vos enfants voient leur grand-mère. C'est vrai que ça peut paraître fou et avec le recul, je me dis qu'effectivement, en fait, quelqu'un qui fait pas du bien, faut pas imaginer qu'il fera du bien à d'autres en fait. Et moi, je me suis effectivement mis dans l'idée que elle serait différente en tant que grand-mère. Comme si j'avais envie de lui laisser cette chance-là, de dire elle sera peut-être pas la grand-mère qu'elle a été en tant que mère. Et au fur et à mesure, je me suis aperçue qu'elle faisait avec eux comme elle a fait avec moi. Mes enfants revenaient en disant oui, mamie, elle nous a dit des secrets, mais il faut pas qu'on les répète. Et je me suis dit, on est reparti dans le même schéma. Elle sera la même grand-mère qu'elle a été mère. Donc j'étais plutôt pour espacer de plus en plus pour arrêter. Bon, après, c'est là que c'est mon ex-mari qui finalement les y a amenés. Donc c'est par ce biais-là que ma mère voit mes enfants. C'est votre ex-mari qui finit par amener ses enfants, vos enfants, à tous les deux, chez votre mère. Oui, c'est d'une grande violence pour moi. Pour certaines personnes qui n'envisagent pas qu'on puisse être fâché avec sa mère ou son père, vous avez le mauvais rôle. Vous êtes celle qui dit aujourd'hui « je n'ai plus de maman ». En fait, j'avais un besoin presque de justification permanente, de dire j'ai envie d'appeler les gens, j'ai envie de leur dire, j'ai envie de leur raconter, parce que c'était insupportable de passer pour la coupable en fait, vraiment. Et ce sentiment-là, au fil du temps, il est passé en me disant, au final, les gens qui me connaissent vraiment et qui m'aiment vraiment, ils savent. Et si elle tombe malade demain? Et si elle est à la veille de sa mort? Pour moi, elle est déjà plus là, en fait. Je n'ai plus de maman, voilà. Si tant est que j'en ai eu une un jour, je n'en ai plus. Et elle a touché à ma fonction de mère, et ça, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est-à-dire là, c'est la cassure pour moi. Oui, ça y est, je peux le dire maintenant, elle n'existe plus pour moi. Pour se reconstruire,
Héloïse a décidé de changer de métier et de réparer tout ce qui, comme elle, semblait avoir été cassé par les accidents de la vie. Ça recycle. Ça recycle. Aujourd'hui, vous en avez fait un métier. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, donc de retaper des meubles, de chiner. J'ai créé une recyclerie. C'est un lieu où on récupère des objets, on les nettoie, on les retape pour certains et on les revend à petit prix. Et tout ça est un chantier d'insertion. Donc c'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont besoin de reprendre un peu le goût au travail. Ouais. On peut dire qu'on donne une seconde vie aux objets et une seconde vie aux hommes. Ouais, voilà. Emblématiquement, c'est fort. Redonner vie à des objets et à des êtres humains qui étaient mal embarqués. Vous parlez de nouvelle étape, mais cette étape, elle est salvatrice aussi, je suppose. C'est vraiment pour moi la preuve que je suis capable en fait. Et que même si j'ai entendu toute ma vie que je ne l'étais pas, que j'arriverais pas à grand chose, c'est la preuve que oui, si, je suis arrivée à ce que je voulais, comme je voulais, je l'ai créé. Oui, je suis. C'est un aboutissement. Est-ce que vous vous êtes posé la question d'où cela pouvait venir, ce comportement de cette mère qui vous a finalement très jeune blessé, humilié, méprisé? Oui, il y a sûrement quelque chose qui ne s'est pas construit en elle, avec des parents aimants qui l'ont attendue, qui l'ont... Le sentiment que j'ai, c'est qu'elle a toujours vécu en voulant prouver quelque chose. Et effectivement, dans son histoire, avant elle, il y avait un petit garçon mort-né. Et est-ce que c'est ça? On n'en aura jamais la certitude. En tout cas, c'est l'explication que moi, j'y ai trouvée. Un petit garçon mort-né, donc qu'elle remplace, est-ce que vous entendez? Quelque part qu'elle remplace. Et du coup, elle n'est pas attendue comme une petite fille. Et donc, elle a ce sentiment toute sa vie qu'il va falloir qu'elle prouve qu'elle existe, qu'elle prouve qu'elle est là, qu'elle prouve qu'elle a de la valeur. Est-ce que ça explique tout? Je ne sais pas. Est-ce qu'il reste des zones d'ombre sur cette envie de vous faire mal, cette envie de continuer à travers vos enfants, à vous toucher? Le sentiment que j'ai, c'est qu'effectivement, à partir du moment où je l'ai quitté, entre guillemets, ou en tout cas j'ai mis des limites, des barrières, c'est comme si elle me perdait. Et c'est insupportable pour elle de perdre. Et il faut toujours qu'on lui montre, qu'on lui démontre l'amour, qu'on soit toujours là, présent. Et le fait que moi, à un moment donné, je me, entre guillemets, rebelle, je pense que c'est vraiment vécu pour elle comme un abandon. Avoir des parents toxiques, abusifs, violents ou tout simplement absents oblige les enfants à grandir trop vite et à nourrir un sentiment d'insécurité. Pour s'évader et fuir la maltraitance, Philippe s'est créé très jeune un refuge dans un monde imaginaire. Il s'est raconté des histoires pour oublier les coups. Adulte, il a cherché à comprendre d'où venait la violence de son père. En retraçant son arbre généalogique, il a découvert un pan de son histoire familiale qu'il ne soupçonnait pas. Dans sa famille, le suicide plane comme une ombre depuis plusieurs générations. Je me souviens avoir fait du football parce que lui avait fait du football. Et une seule fois, elle est venue me voir. Moi, j'étais plutôt fier que mon père soit là. Je le vois sur la touche et je me dis voilà. Et en fait, tout ce qu'il me dit, c'est tu touches pas beaucoup le ballon, mais tu cours beaucoup. Bon, encore une fois, déception. Et puis ouais. Après ça, j'étais gardien de but. J'ai arrêté de courir. Après le ballon, c'était simple. Et je suis devenu gardien de but de mon équipe. On va s'installer? Ouais. Ma vie va basculer en même temps que celle de mon père, puisqu'il se jette par la fenêtre à ce moment-là. Je sens une odeur d'eau de javel, je me réveille et je vois mon père qui boit à la bouteille. Donc là, moi, je comprends très vite que c'est de l'eau de javel et je comprends très vite qu'il se passe quelque chose de grave. Et là, mon père ne capte plus personne. Ma mère se lève, elle s'affole évidemment, elle se demande ce qui se passe. Mon père passe devant moi pendant que ma mère passe chez la voisine
pour chercher du secours. Hein. Il n'y a pas le téléphone. D'ailleurs, il n'y a pas le téléphone dans l'immeuble, tout simplement. Et mon père passe par la fenêtre, en fait, la fenêtre de sa chambre, pas celle qui est juste à côté de moi, mais je le vois, donc il ouvre la fenêtre, et puis voilà, il plonge dans le vide, je l'entends, hein, j'ai encore ce bruit qui résonne, ce cri d'abord et ce bruit de gémissement. Les flics arrivent, ils mettent la sirène, et moi je me dis, ils mettent la sirène pour nous, quoi. Et voilà, et puis je vois passer mon père sur un brancard. On est dans l'escalier, à travers les barreaux avec mes sœurs, et je vois mon père pour la dernière fois, en fait, je ne sais pas encore, mais il passe sur un brancard. J'entends un flic qui dit putain, 3 étages, il n'a rien. La voisine nous garde. Je m'endors, je suis apaisé, je m'endors bien. Vous êtes apaisé? Ouais. Je me réveille, je sais pas si j'ai rêvé, je vois que la voisine est là, effectivement, je m'aperçois que j'ai bien vécu tout ça. Ma mère rentre tard, dans la matinée de l'hôpital, et elle est seule, et je comprends, sans un mot, je comprends qu'on ne verrait plus mon père. Je me dis, je pense que je serai plus un enfant comme les autres, j'ai quelque chose en plus, maintenant. Je suis soulagé de ça. Après le décès de votre père, vous allez avoir besoin de donner un sens à tout ça, en tout cas d'avoir des explications. Donc mon père, je sais qu'il est né à Dieppe, donc ça je le sais. Après ça, je sais plus. Donc je vais à Dieppe. Et à Dieppe, je sais que mon grand-père est né à Saint-Quentin-la-Motte, Croix-en-Bailly. Donc je vais... Et il se trouve que je peux remonter sur mon arbre très facilement, parce qu'en fait, du côté paternel, ils sont tous nés là. Tous nés là. C'est là que je m'aperçois que mon arrière-grand-père avait des entreprises, que mon grand-père était parti en prison, que... Votre grand-père a été en prison très très longtemps. Toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. Il est important ce détail, Philippe, dans votre vie. Moi, très jeune, je questionne ma grand-mère. C'est une tombe. Il n'y a rien qui sort. Donc j'ai pu prendre des détails avec son frère. Donc c'est un grand-oncle pour moi, que je connaissais pas. Hein. Je suis allé le voir une fois ou deux et j'ai pu lui poser des questions. Et les choses qui reviennent, c'est « Ah, ton grand-père c'était un voyou, ton grand-père il se battait tout le temps. Il aurait même été à Cayenne. Il est élevé par un homme qui n'est pas son père, et son père est en prison dans un village comme ça. Donc là, on est là, on frôle les murs, on se fait le plus petit possible et on parle pas. Donc je pense que le problème de mon père, en tout cas, vient d'abord de là. On ne parle pas. La fratrie était composée de... Il y avait 3 frères. Donc, dont votre père? Dont mon père et 2 sœurs. Les 3 frères se sont suicidés? Ouais. 3 suicides. Vous arrivez à vous dire, à vous expliquer des choses quand vous découvrez tout ça? En tout cas, j'ai peur de ça. J'ai peur. Vous avez peur de ça? J'ai peur que ce soit un héritage. J'ai peur, moi, à un moment donné, de reproduire lorsque je suis père pour la première fois. Et même, j'ai eu peur d'être alcoolique à mon tour, ou d'avoir des enfants alcooliques, en me disant, mais quand est-ce que ça s'arrête, cette damnation, quoi, cette espèce de chose. Donc, écrire, pour vous, c'était aller à l'inverse de tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire taire, mentir, cacher. Les non-dits, encore une fois, une famille où on dit rien, son père qui est en prison, élevé par un autre homme. Je pense que même cause, même effet. Moi, c'est ce que j'en déduis, en tout cas, pour essayer que ça ne m'arrive pas à mon tour. Philippe est père de 3 enfants. Cette parentalité, il l'a voulu à l'opposé de son schéma familial. Depuis toujours, il voyage à travers le monde avec ses enfants qui l'ont suivi dans toutes ses aventures et représentations de marionnettiste. Et on va travailler un peu les regards. Les regards du père sont importants sur ce que tu fais. Geoffrey, le cadet, travaille aujourd'hui avec son père sur un spectacle qui met en scène la maltraitance et l'histoire de Philippe. Voilà, tu regardes par terre, ou en tout cas plus au centre. Ouais, genre... tu quittes du regard l'enfant là. Voilà, ça c'est bien. Là on est dans sa pensée, et après tu vas voir le verre. Fais un petit double take. J'ai essayé, mais avec le costume, là. Je suis là. Un tout petit, hein, léger. Ouais. Donc pendant tout ce temps-là, moi je continue de lire. Hein. Je m'occupe pas de toi, moi je te vois pas. Hein. Je te vois pas. Donc là, t'as le verre.
N'oublie pas, il y a encore l'enfant qui lit, donc tu peux avoir un regard. Tiens, je vais prendre l'autre main. Tu peux avoir un regard sur ouais, ça c'est bien. Répétition finie. Ça va? Ça va bien. Ça s'est passé comme vous vouliez? Ça va. Ça va. Oui? Oui, ça va. Ça va. On est content de répéter ici dans le théâtre. Vous êtes devenu père relativement tôt, Philippe, puisque votre premier enfant arrive à 22 ans. J'avais des souhaits, des envies d'être un père. Et après, c'est quand même pas facile. Je crois que pour chacun d'entre nous, c'est un peu la même chose. On improvise. Enfin, chaque moment, on improvise. C'est un peu la découverte, en fait. Oui, mais je crois que ça, c'est pour tout le monde. Moi, j'ai en plus cette enfance battue qui fait que j'ai en plus cette question-là, je crois, de savoir quel père je vais être parce que j'ai subi ça. Mais vous m'avez dit faire attention à l'alcool, toutes ces choses qui ont détruit votre père. Vous m'avez dit qu'elle vous avait un moment obsédé quand même. J'ai longtemps pas bu une seule goutte d'alcool, très longtemps. Et lorsque je vois mes enfants qui grandissent, et après l'adolescence, bien sûr, avec une bière, il y a des choses qui remontent là. Je sais bien que boire du vin, c'est pas être alcoolique. Je sais bien ça, mais j'ai quand même une espèce de peur de l'alcool qui est assez importante pour que je ne boive pas du tout d'alcool. Et la première bière que j'ai prise, c'était en Avignon, il y a 2015. 2015, voilà. Donc là, c'est vraiment le début pour moi de boire un peu d'alcool. 2015, je suis né en 64. Je me rappelle lui avoir dit, ça me fait plaisir pas forcément pour boire, mais ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi. Dans le sens où j'ai l'impression que tu dépasses enfin quelque chose. Comme s'il enterrait, ça y est, quelque chose c'est derrière lui. À partir de là, il y a des choses qui changent un peu à ce niveau-là. Depuis qu'ils sont en âge de comprendre, Philippe a expliqué à ses 3 enfants son histoire familiale. Mais c'est à travers la pièce de leur père qu'ils ont réellement découvert leur grand-père maltraitant. Comme pour rompre cet héritage familial toxique, Geoffrey a tenu à endosser le rôle de son grand-père en portant la marionnette qui le représente. À l'école, j'ai été puni. Je suis allé sous le bureau. C'est trop petit. D'habitude, c'est derrière le tableau ou dehors. Mon père a trouvé un autre travail. C'est ses copains du Parti communiste qui lui ont trouvé. Mais ça ne va pas. Il est trop malade. Mon père a enfin réparé la vitre. Il a mis un verre en plastique, c'est même pas transparent. Les étoiles ne me voient plus du tout. Geoffrey, vous êtes glissé comme ça dans la peau d'un homme que vous n'avez pas connu, mais qui est votre grand-père. Ça a dû être particulier? C'était particulier, d'autant que l'histoire est particulière. Ça a été particulier, mais ça m'a rapproché de cet homme-là que je n'ai pas connu aussi. Quelque part, c'était pour moi dans l'imaginaire plutôt ce père qui était absent, que j'ai jamais vu, enfin ce grand-père pour moi. Et le fait de plonger comme ça dans le texte, dans le spectacle, et de vraiment étudier pendant plus d'1 an, et ça m'a permis de voir aussi que c'était un homme avant tout, aussi, avec des défauts et aussi des qualités. C'est pas juste une bête noire méchante. Enfin. C'est vrai que depuis tout petit, finalement, on connaît l'histoire dans les grandes lignes, on sait ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que moi, la première fois que j'ai lu le texte, par exemple, j'avais 15 ou 16 ans, tout de suite, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Tout d'un coup, c'est plus notre père qui nous raconte ce qu'il a vécu avec son père qu'on n'a jamais connu. Et bon, on l'imagine, mais finalement, on ne le connaît pas, donc ça ne nous touche pas vraiment. Qu'est-ce que vous vous êtes dit de tout ça? Que ça l'avait renforcé, que Bien sûr. Ça l'avait enrichi? Ça a fait la personne qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et ça a fait la personne qu'on est aujourd'hui aussi. Je pense qu'il a eu une bonne remontée. Parce que ça aurait pu être totalement l'inverse. Et c'est pas ce qu'il a fait. Et du coup, il a réussi à faire ce qu'il avait envie de faire. Ce qui a été étonnant aussi, c'est qu'il a réussi à nous transmettre des choses, à nous apprendre des choses que lui-même n'a pas appris avec ses parents. Et donc, il a dû les apprendre par lui-même. Mais il a quand même réussi à nous apprendre ces choses-là. Donc là-dessus, on n'a pas été en manque. En tout cas, vous êtes la preuve vivante que l'on peut croiser, affronter la violence, la colère, et puis en tirer une force. Vous avez
transmise à ces beaux enfants qui ont l'air parfaitement bien dans leur peau. Donc pour ça, bravo, mon cher Philippe, et merci mille fois de nous avoir consacré ces quelques jours. En quittant Philippe, je réalise que même si notre enfance conditionne pour beaucoup notre personnalité et notre vie d'adulte, chacun reste maître de son destin. Parce qu'on ne guérit jamais vraiment des blessures du passé, Mathilde, tout comme Mohamed et comme Héloïse, ont appris à se construire avec leurs failles et avec leur histoire. Leur force, leur résilience prouvent que l'on peut surmonter le pire. Leur témoignage nous éclaire aussi sur notre société et sur notre système de protection des enfants. Il est temps, aujourd'hui, que l'on entende leurs paroles pour briser la spirale des violences parentales.